Nous sommes le 15 décembre, il y a 58 ans, un génie venait de nous quitter. Ses œuvres ont révolutionné le monde du cinéma et de l'animation. Son leadership et ses idées auront créé l'un des parcs les plus importants du monde, et aujourd'hui, son nom est l'un des plus connus au monde. Je fais bien évidemment référence à Walter Elias Disney. Derrière les strass, les paillettes ou encore les succès se cachent dans la vie de Walt Disney et de son entreprise des choses beaucoup plus sombres et parfois placées sous silence. Et en tant que fan, il est important pour nous d'être objectifs et également de reconnaître que la vie de Walt Disney n'a pas été toujours féerique. L'homme comme la mare ont traversé des périodes sombres et j'ai donc décidé de vous parler de l'autre visage de Disney. Alors je dédramatise tout de suite, non, Walt Disney n'était absolument pas nazi. Par contre, c'est vrai, il a eu des penchants nazis et notamment a participé à un antisémitisme de masse à cette époque. Donc ça, c'est un secret de polichinelle un peu pour tous les fans de Disney. On le sait, on va dire à peu près tous, que pour la sortie de Blanche-Neige, Walt Disney a eu pas mal de contacts avec l'Allemagne nazie. Blanche-Neige est sortie en décembre 1937 et il fallait faire la promotion du film. Et donc Roy, le frère de Walt, s'est rendu en Allemagne en 1937 donc pour distribuer le film et a rencontré Joseph Goebbels, à l'époque ministre de la propagande hitlérienne. Mais c'est une visite qui est tout de même à nuancer parce que ce sont tous deux des grands mercantilistes, des grands capitalistes, Roy et son frère. Et donc à cette époque, l'Allemagne nazie avait coupé tous les ponts culturels avec les États-Unis et tout simplement avait interdit la culture américaine sur le sol allemand. Il est également connu qu'en 1938, Walt Disney a reçu dans ses studios la cinéaste du Reich Leni Riefenstahl, et ce quelques jours après La Nuit de Cristal. Donc ça, ce sont des faits avérés effectivement où il y a eu contact entre les Disney et le nazisme. Autre moment potentiellement où Disney a eu des affiliations nazies, mais cette anecdote est un peu plus à prendre avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de spéculation. C'est qu'au début des années 30, Walt Disney faisait partie d'un groupe pro-nazi. Alors ce groupe pro-nazi, il a vraiment existé à New York au début des années 30, où tout simplement le but était de propager le nazisme aux États-Unis. Il s'appelle ce groupe la American Deutscher Volkskunde, ou alors en anglais en français la Bund germano-américaine. Et effectivement, plusieurs témoins oculaires auraient vu Walt Disney et son avocat participer à quelques réunions de ce groupe au début des années 1930. Et ça, on est sur de la spéculation, ça n'a jamais vraiment été vérifié. Et une personne qui admirait beaucoup Walt Disney, c'était Henry Ford, tout simplement le créateur de la marque Ford, un antisémite high level. Il a tout simplement écrit un livre qui s'appelle Le Juif international, le plus grand problème du monde. C'est le seul américain qui est cité dans Mein Kampf, et il a également reçu la Grande Croix de l'Aigle de l'Allemagne. Et comme je vous le disais, en fait, Walt Disney, il a contribué à une vague d'antisémitisme assez importante, et on le voit cette fois-ci, alors non pas dans des groupes ou dans des rencontres, mais dans ses œuvres même, dans ses dessins animés, notamment dans ses Silly Symphonies, qui est donc une série d'animations où on y voit plusieurs personnages de différents contes, notamment dans cet épisode des Trois petits cochons, où un loup se déguise en juif, tout simplement, où on le reconnaît notamment avec un long nez, ses vêtements, sa barbe et le stremel, un chapeau juif. D'autant plus que cette caricature antisémite montre bien que le loup est le grand méchant et que ce méchant, il faut le chasser. Donc on est absolument dans les clous pour l'époque. Et dans l'un des premiers dessins animés sortis avec Disney et Minnie en 1932, sur un des plans, on retrouve un briquet qui appartient à Minnie qui comporte une croix gammée. Absolument aucune justification de la croix gammée, absolument aucun contexte, mais effectivement, elle fait bien présence, d'autant plus en 1932, au moment où Hitler s'apprête à prendre les commandes de l'Allemagne. Donc voilà quelques exemples par rapport à cet antisémitisme assumé et ce penchant nazisme. Encore une fois, le but, je réponds à la question au tout début, mais le but n'est pas de dire si Walt Disney est nazi ou pas. Le but est effectivement de montrer que cet homme a eu des penchants nazis à une époque et a participé à un antisémitisme de masse. Et si vous pensez qu'il est très ami avec les Allemands, eh bien vous vous trompez parce qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il adopte un changement radical dans sa position et l'Allemagne devient la cible à abattre. En 1941, lorsque les États-Unis rentrent en guerre contre l'Allemagne, Disney devient un objet de propagande majeur. Premièrement, le gouvernement décide de réquisitionner les studios de Disney pour en faire un dépôt d'armes, mais en plus pour en faire un hôpital. L'activité néanmoins de Disney et de ses collaborateurs
continue et de nombreuses œuvres vont continuer à être travaillées qui sortiront quelques années plus tard, notamment Bambi par exemple. Mais Disney, bien que plutôt pacifique, va devoir lui aussi participer à l'effort de guerre et son effort de guerre, lui, se fait à travers les animations et va produire un bon nombre d'animations en faveur des États-Unis. Alors on retrouve plusieurs animations, il y a des films pour pouvoir former les soldats, des films pour montrer l'importance du combat aérien, mais aussi des vidéos pour montrer l'importance aux citoyens de financer cette guerre, on y reviendra dans quelques instants. Et à cette période de Seconde Guerre mondiale, en fait, la figure de Mickey, du moins le personnage de Mickey, même s'il est toujours aussi populaire, eh bien les gens commencent à s'en lasser. Et Disney, par peur de voir tout son monde s'effondrer, décide de créer de nouveaux personnages, donc c'est là qu'on voit arriver Pluto, Minnie, Dingo, et un personnage très intéressant et qui est même important à cette époque, c'est Donald. Alors justement, voilà, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère dans les rangs de l'armée et des soldats, le gouvernement va également demander des petits badges à l'effigie de ces personnages. Et donc je reviens effectivement sur le personnage de Donald. Au début des années 40, une fois que les États-Unis sont en guerre, Donald devient un petit peu le porte-parole de ces Américains et se retrouve notamment dans 2 films d'animation ultra importants dans la propagande de Disney. La première, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, elle s'appelle Der Führer's Face, où en fait on retrouve le personnage de Donald qui, dans un cauchemar, se retrouve dans une usine nazie qui fabrique du matériel de guerre sous un rythme effréné et où l'on voit les portraits de Hitler arriver et en fait Donald doit effectuer le salut nazi au moment où chaque portrait passe. On est donc sur une satire poussée au maximum où effectivement là pour le coup le nazisme on le tourne au dérisoire avec justement des moments où Donald se retrouve à faire des saluts nazis dans des positions complètement farfelues et donc on se paie la tête des Allemands. Alors je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de dire une partie. Alors c'est un peu anecdotique, mais je trouve ça tout de même intéressant. Sur l'extrait que vous venez de voir avec Donald qui voilà est en train de travailler à la chaîne, mais en fait ça ressemble énormément à un extrait donc des temps modernes de Charlie Chaplin. Et Walt Disney était un grand admirateur de Charlie Chaplin quand il était petit. Dans un article, on y apprend que Walt Disney, plus jeune, faisait des concours de ressemblance de Charlie Chaplin à Kansas City. Et d'ailleurs, quand on regarde le premier croquis, le premier dessin de Mickey Mouse, on y voit quand même un peu, je trouve, une ressemblance avec Charlie Chaplin. Donc voilà, c'est une petite anecdote supplémentaire, mais je trouvais quand même ça intéressant de vous le rajouter. Et la deuxième animation, on retrouve Donald, ça s'appelle dans The Spirit of 1943, où en fait Donald est dans la peau d'un Américain qui doit donc contribuer financièrement à l'effort de guerre en finançant tout simplement en fait l'armée. Et donc là pour le coup, on plonge vraiment Donald dans les concitoyens, dans le réel, dans ce que c'est que de vivre en 1943 et devoir participer au financement de la guerre. I'll show you how to spend your dough. I got a couple of good beats. But laddie, I've got some better deeds. Important ones too. When every American should pay his or her income tax gladly and proudly. This year, thanks to Hitler and Hirohito, taxes are higher than ever before. Will you have enough money on hand to meet your payments when they fall due? We'll take care of that later. Et c'est assez marrant parce qu'en plus, la posture de Donald, elle est quand même assez représentative de l'impérialisme américain. À chaque fois qu'on y voit Donald, on pense notamment à Picsou et donc le capitalisme, l'argent, voilà quelque chose qui est quand même assez important pour les États-Unis. Riri, Fifi, Loulou, voilà, ce sont des figures seules qui se font un peu les self-made men. Donc c'est vraiment tout ce qui est la culture de l'impérialisme américain qui est promu ici par Disney. Pour en revenir à la propagande et à l'effort de guerre des concitoyens, on retrouve également un long film qui s'appelle All Together. Son nom parle de lui-même, hein, tous ensemble, effectivement. Là, c'est pour la victoire des États-Unis. Il faut se mettre tous ensemble pour éradiquer l'Allemagne nazie. Et autre changement est très intéressant, celui-ci. Si vous vous souvenez, dans Les Trois Petits Cochons, le grand méchant, c'est le loup qui est représenté en juif. Et bien, dans un nouvel épisode qui a été refait, cette fois-ci, le loup est transformé en allemand nazi. Donc encore une fois, la nouvelle cible, ce sont les nazis et ce ne sont plus les juifs. Et donc dans ces autres vidéos, cette fois-ci sans les personnages de Disney, donc pour la propagande, cette fois-ci plus pour l'armée, je pense notamment à Victory Through Air Power en 1943, ou encore en association avec Lockheed Martin, un dessin animé éducatif pour montrer aux nouveaux employés des usines les méthodes de riftage des avions. Ça, c'est sorti en 1941 et ça s'appelle Four Methods of Flush Rifting. Au début, c'était classé top secret, donc maintenant, on a accès bien évidemment à ces documents. Enfin, donc voilà. Disney a également participé à cet effort de guerre. Donc c'est vrai que Disney a quand même beaucoup participé à la propagande de guerre et la propagande américaine, mais ça, de manière générale, c'est quand même quelque chose qui a été
Ça fait partie des valeurs de Disney, hein. Disney est quand même un personnage très conservateur, encore une fois, ça c'est pas une surprise, on le sait. Donc de manière générale, en fait, dans les œuvres de Disney, on retrouve quand même cette puissance américaine, cet amour de l'Amérique. Mais c'est vrai que quand on voit le Disney d'aujourd'hui avec les paillettes, les princesses, eh ben, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la réalité, c'est également cet épisode où Disney, pour le coup, a vraiment travaillé en faveur des Américains pendant la guerre. American rights that we all have now and we want to preserve. Il y a un second tournant au début des années 40 dans l'histoire de Disney, c'est une grosse grève qui a définitivement séparé Disney de certains de ses collaborateurs. Le 28 mai 1941, il y a environ 400 employés sur les 1200 qui décident de manifester sur le parvis de Disney, dénonçant l'injustice des pratiques salariales et du non-versement de primes, puisqu'à cette époque, Walt Disney a gagné plus de 8 millions de dollars avec Blanche-Neige et n'a tout simplement pas versé les primes. Sauf qu'à ce moment-là, on est tout de même en production de plusieurs films, notamment Cendrillon, Peter Pan ou encore Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, tout ça part, on va dire, d'un homme, Art Babbitt, qui est tout simplement en fait le créateur de Dingo, licencié la veille du début de la grève, alors que pourtant il faisait partie en fait du cercle assez proche de Disney et était l'un des plus rémunérés de Disney. Sauf que malheureusement pour Art Babbitt, il était assez proche des mouvements des syndicats qui étaient en hausse à cette époque aux États-Unis. Art Babbitt, qui était tout de même licencié, s'est rendu le jour de la grève et a interpellé Walt Disney au moment où il est sorti de sa voiture et il lui dit tout simplement Walt, tu devrais avoir honte. Sauf que ça a déplu complètement à Walt Disney et en fait les deux hommes ont commencé littéralement à se battre. Les employés ont dû séparer les deux hommes et ça a été le divorce complet entre Walt Disney et beaucoup de ses collaborateurs, dont Art Babbitt. Et quand je vous parlais de la tournée en Amérique du Sud de Walt Disney, en fait, elle est tout simplement liée à cette grève puisque les tensions étaient telles, ils ne trouvaient absolument aucune solution. Et le gouvernement à cette époque, avec Nelson Rockefeller, a décidé d'envoyer effectivement, du coup, Walt Disney faire une tournée à partir des années 41 en Amérique du Sud. Les tensions se sont apaisées au retour de Disney. Et comme je vous l'ai dit, le divorce était déjà consommé. On vient donc d'observer la première grève des studios Disney. Mais Disney, en bon entrepreneur capitaliste, ça ne lui plaît pas du tout, d'autant plus qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents. Il a déboursé des millions d'euros dans des structures parfaites, neuves, avec une cafétéria, des terrains de baseball, de quoi travailler dans de bonnes conditions, mais tout ce que réclament les employés, c'est un salaire décent et le versement des primes et des heures supplémentaires. Et donc après cette première grève qui a touché les studios Disney, Walt Disney, ça lui plaît pas du tout, il est absolument contre tous les syndicats, contre le communisme qui est également en vogue à cette époque, et il décide de créer un mouvement entre plusieurs personnes assez conservatrices pour pouvoir garder les intérêts des États-Unis. Ça s'appelle l'Alliance cinématographique pour la préservation des idéaux américains. Et donc c'est une organisation américaine qui est composée de plusieurs membres éminents et politiquement décrits comme assez conservateurs dans l'industrie du cinéma hollywoodien. Il va même participer au comité des activités anti-américaines et faire ce qu'on appelle la chasse aux rouges, donc la chasse aux communistes, et à plusieurs reprises va donner des interviews où effectivement il exprimera son point de vue, que tout simplement les communistes, selon eux, c'est un truc anti-américain. Donc voilà, la figure de Walt Disney, c'est encore une fois cet entrepreneur assez conservateur et où les discussions avec les collaborateurs sont compliquées, où il voit d'un mauvais œil le syndicalisme et le communisme, il en fait même une chasse. Et ce qu'il aime montrer également, c'est sa vision du monde. EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Bon, décidément, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû merder, mais j'ai mal envoyé une vidéo, donc il faut que je refasse une partie. Je voulais la faire rapidement parce que c'est pas non plus la partie la plus intéressante, mais quand je vous parlais de contrôle, c'est vrai que Disney, il a toujours eu cette image, comme je vous l'ai dit, de conservateur, etc., de patriarche, de père, celui qui dirige vraiment, et ça, il le faisait bien évidemment dans son entreprise, et il le faisait même dans ses idées de projet, notamment avec Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow, qui était son plus gros projet en dehors du cinéma, qui était de créer celui d'une ville futuriste. Et donc là, il aurait en fait tout simplement les pleins pouvoirs dans sa volonté. Il voulait donc contrôler les trains, les logements, etc. Et donc en fait, ça faisait qu'il avait vraiment la mainmise sur cette ville, sur ce projet. Et donc ça, on est vraiment sur le contrôle absolu. Et en fait, cette mainmise, on le voyait aussi bien dans ses studios, puisqu'il y avait un contrôle de la morale qui était fait dans les studios, il y avait une conduite à tenir, c'est en parfaite adéquation avec le personnage. Et donc justement, dans Epcot, on retrouve un peu ce système de caste qu'on pourrait retrouver dans le roman de Huxley, donc Brave New World, où en fait il y a plusieurs types de logements en fonction de plusieurs castes. Et donc dans Brave New World, on retrouve les alpha et les bêta qui sont les classes supérieures, et on retrouve les gamma, delta, epsilon qui sont les castes un peu plus basses qui vivent dans d'autres endroits. Donc là, c'est vrai qu'au final, dans ce projet qui avait l'air futuriste, utopique, etc., en fait, on se retrouve un peu dans une dystopie où il y a un chef, un leader, et il dirige tout.
Eh bien écoutez, voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le but n'était pas de diaboliser Disney, mais de dire la vérité quand même sur une histoire qui me semble importante. Et donc j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses dans cette vidéo. J'essaie de trouver un angle un peu différent. C'est vrai que beaucoup de vidéos ont été faites sur la biographie générale de Walt Disney. Moi, c'est ce que je voulais faire au début, mais il y avait déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait. Je voulais également vous parler de Disneyland Paris parce que c'est un parc qui a mis du temps à se concevoir et à sortir de terre et il y a eu de nombreux problèmes financiers. Enfin, il a failli faire faillite. Je voulais vous en parler et il y a déjà 2 vidéos, que ce soit donc sur la biographie de Disney ou sur le parc de Disneyland Paris, qui sont très intéressantes et je vous les mets en description si vous souhaitez en savoir plus. J'espère que cette vidéo hors série vous aura plu. Rendez-vous dans quelques jours pour l'interview du mois de décembre avec Angèle, une pâtissière. J'espère que l'interview vous donnera l'eau à la bouche. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur Parlons Passion.